bonjour à tous et bonjour, bonsoir. Et je suis Maxa Sonari, je suis le président de Transversal. Transversal est une société de services en informatique et membre du conseil de la fondation et de Transversal également. Et puis, je suis le vice-président du chapitre et ISOC en Haïti. Donc, au cours de cette session, j'aurai le plaisir de vous parler des acteurs de l'Internet. Et dans cette présentation, je vais utiliser amplement le terme écosystème, l'écosystème de l'Internet. Donc, allons-y. Et quand on parle d'écosystème d'Internet, de quoi est-ce qu'on parle exactement? L'écosystème Internet est généralement le terme qu'on utilise pour décrire les différents acteurs, les organisations et les communautés et tous ces gens-là qui ont contribué, qui ont organiquement évolué pour guider le fonctionnement et le développement des services, des technologies et des infrastructures qui composent l'Internet. Donc, quand on parle des acteurs, on va avoir des acteurs au sein d'un écosystème et l'écosystème Internet, c'est tout ça. C'est un ensemble d'acteurs, un ensemble d'organisations, un ensemble de communautés qui travaillent autour des services, des technologies et des infrastructures qui composent Internet. Maintenant, en termes de composition de l'écosystème Internet, sur ce slide-là, vous voyez que l'écosystème d'Internet peut être articulé autour de 6 piliers. Évidemment, dépendamment de la littérature ou des gens ou des experts que vous allez contacter, ça va plus ou moins être 5 piliers ou 4 piliers parce qu'il y a des acteurs qui vont être à cheval sur plusieurs de ces piliers. Le premier, c'est le nommage et l'adressage. C'est assez important. Le deuxième, en vert, c'est tout ce qui a rapport à l'élaboration des politiques locales, les politiques nationales, les politiques régionales et mondiales. Le troisième pilier se rapporte à l'éducation et au renforcement des capacités. Le quatrième, aux utilisateurs, des utilisateurs pris de façon individuelle ou regroupés au sein d'institutions. Le cinquième pilier se rapporte aux opérations et aux services internationaux communs. Et le sixième pilier se rapporte à l'élaboration des normes ouvertes. Donc, le tout constitue l'écosystème Internet. Donc, l'écosystème, c'est tous les acteurs qui s'articulent autour de ces éléments-là qui sont liés à nommage et à l'adressage, à l'élaboration des politiques locales et nationales, régionales et mondiales, l'éducation et le renforcement des capacités, et les utilisateurs, les opérations de services internationaux communs et l'élaboration de normes. Donc voilà globalement pour l'écosystème. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder chacun de ces piliers-là, un à un, et voir les institutions qui évoluent au niveau de chaque bloc, au niveau de chaque pilier, et leur rôle et les actions qu'ils sont en train d'entreprendre et au niveau local, au niveau national, au niveau régional et au niveau global, au niveau mondial. Voilà. Alors, commençons avec le nommage et l'adressage. Quand on parle de nommage et l'adressage, le nom qui peut venir tout de suite à l'esprit, c'est John Postel. John Postel a été un scientifique, un évangéliste et des technologies de l'information, de la communication et de l'Internet. Et il a eu à déclarer au sujet du nommage et de l'adressage et du routage également, mais on ne va pas vraiment parler du routage au niveau de cette présentation. Un nom indique ce que nous recherchons, une adresse indique où il se trouve
et une route indique comment on y arrive. Donc ça, c'est John Postel. Et autrement dit, quand on regarde l'aspect technique de l'Internet, l'Internet ne saurait exister sans la notion de nommage, sans la notion de l'adressage. Quand on va chercher une ressource et sur Internet, en général, on utilise un ressource, un identifiant et de ressources uniques. Et par exemple, une URL, par exemple. OK, donc on va taper dans la barre d'adresse www.google.com, par exemple, pour aller sur le site de Google. Mais ce nom-là, qui dit quelque chose pour nous en tant qu'être humain, est associé à une adresse IP, IPv4 ou IPv6, qui permet d'avoir représenté de façon unique et entre les guillemets quand même, et cette ressource-là que nous recherchons. Donc, le nom indique ce que nous recherchons, l'adresse où il se trouve, et puis la route indique comment on y arrive, comment arriver à cette destination-là qu'on cherche. Donc ça, c'est John Postel pour expliquer l'importance de ces notions de nommage et d'adressage. Maintenant, quelles sont les institutions et les acteurs qui sont impliqués dans tout ce qui est nommage et adressage au niveau de l'Internet? Et on a d'abord l'ICANN, Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers, qui s'occupe de la gestion et de la supervision et de la coordination du système de nom de domaine, de DNS, et d'Internet et des identifiants uniques. Chaque fois qu'on parle d'RSIP, IPv4, IPv6, c'est l'ICANN, et l'ICANN supervise l'Internet Assigned Numbers Authority ou la IANA. Maintenant, ICANN n'est pas seul, il y a un système de délégation, de gestion et de certain nombre de ces ressources-là. Et par exemple, les domaines génériques de premier niveau, les GTLD, ce sont les registres qui exécutent les domaines génériques de premier niveau et sponsorisés et non sponsorisés conformément aux politiques de l'ICANN. Donc là, on va parler de tout ce qui est .com, de tout ce qui est .biz, .org, et etc., etc. Maintenant, à côté des GTLD, vous avez les domaines nationaux de premier niveau. Ce sont les CCTLD, les Country Code Top Level Domain. Ces domaines de premier niveau sont exploités conformément aux politiques du pays ou du territoire concerné. Donc, il y a un mécanisme de délégation qui est appliqué. Il y a des mécanismes de délégation qui sont appliqués où l'ICANN confie la gestion de ces domaines à des sponsoring organizations et des organisations qui vont participer à la gestion et à la mise en place de politiques pour l'exploitation et la mise en opération de ces domaines. Okay? Par exemple, dans le cas de Haïti, et étant donné que je suis de Haïti, c'est le .ht. Et pour la République dominicaine, par exemple, c'est le .do. Pour le Canada, c'est le .ca, la France.fr et d'autres encore. Pour le Brésil, c'est le .br. Et pour l'Argentine, c'est le .ar. Et la Bolivie, c'est le .bo, etc., etc. Voilà. Donc là, on a parlé un peu du nommage, du rôle de l'ICANN, de l'IANA et des domaines génériques GTLD et des domaines nationaux de premier niveau CCTLD. Pour parler un petit peu du rôle de l'IANA, et disons que l'Assigned Number Authority est responsable des fonctions administratives relatives à la racine du système de nom de domaine, mais également de l'adressage IP. Donc, le nommage, c'est important, mais l'adressage, c'est aussi important. Donc, l'IANA s'occupe aussi de l'adressage IP.
et d'autres ressources du protocole de communication et d'Internet. Maintenant, comment ça va fonctionner? Là encore, il y a un mécanisme de délégation. L'AIANA gère le pôle global des adresses IP, et puis il y a un mécanisme de délégation et au niveau d'un certain nombre de registres. Donc, et on les appelle les registres Internet régionaux ou RIR. Ce sont les institutions qui supervisent la répartition et l'enregistrement des adresses IP dans une région du monde spécifique. Il y a un certain nombre de régions à travers le monde et qui sont au nombre de 5. D'abord, on a l'Afrique, Centre d'information des réseaux africains. On a l'APNIC qui va s'occuper de la région Asie-Pacifique. On a l'ARIN qui va s'occuper de l'Amérique du Nord et d'une partie de la Caraïbe. On a l'ACNIC qui va s'occuper de l'Amérique latine et d'une partie de la Caraïbe. Et puis, on a le RIPE-NCC qui va s'occuper de l'Europe et du Moyen-Orient. Donc, globalement, pour le nommage, ce sont ces institutions. Là, et pour l'adressage, et on a vu, c'est l'AIANA qui délègue à des registres régionaux, Afrinic, APNIC, ARIN, LACNIC et RIPE-NCC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque région? Si quelqu'un, par exemple, habite en République démocratique du Congo et Afrique du Sud, au Bénin, et il est un fournisseur de services Internet, il a besoin d'adresses IP, il va s'adresser à l'Afrique pour avoir les ressources dont elle a besoin comme institution. Et par contre, si c'est un ASP, un fournisseur d'accès Internet, un FAI, qui se trouve en Haïti, il va s'adresser à la LACNIC, d'accord, pour avoir des adresses IP, et IPv4, IPv6, mais également des numéros de système et autonomes. Donc, globalement, ça donne ça, et vous pouvez voir effectivement qu'il y a un processus, un mécanisme de délégation, et tout en haut, on a la IANA, ensuite, on a les registres Internet et régionales, OK, APNIC, ARIN, RIPE-NCC, LACNIC, AFRINIC. Et puis, on a également ce qu'on appelle les registres nationaux, OK. Les registres nationaux, ça peut être des pays et qui jouent le même rôle du registre régional, mais pour un pays spécifique, pour un territoire spécifique. Et par exemple, le Brésil est un National Internet Registry. La même chose pour le Mexique. Et pour la région et Asie-Pacifique, il y en a également. Et puis, tout en dessous, on a les Local Internet Registry ou les ASP. Donc, et puis là, on a les end-users. Donc, dans la hiérarchie, le end-user ou l'entreprise va recevoir des adresses IP du Local Internet Registry ou du FAI qui lui-même va recevoir du National Internet Registry et qui lui-même va recevoir du RIR, le RIR. Le RIR lui-même va recevoir des adresses du pôle global de la IANA. Voilà, donc c'est globalement ça. Donc, le nommage et l'adressage, c'est un pilier important dans l'écosystème de l'Internet. Et là, on a vu qu'on a un certain nombre d'acteurs qui sont très, très importants pour le bon fonctionnement de l'Internet. On a parlé de la CAN, on a parlé de la IANA, on a parlé des GTLD, des CCTLD,
et des registres régionaux et des registres nationaux, des registres locaux, des fournisseurs d'accès Internet, et pour arriver à l'utilisateur final. Donc, quand on parle du nommage, de l'adressage et même du routage qu'on ne va pas toucher dans cette présentation, ces acteurs-là jouent un rôle très, très, très important. Maintenant, passons au prochain pilier qui est l'élaboration de politique. L'élaboration de politique est très important et si vous regardez par exemple le réseau routier et, euh, et régional ou national, et joue un rôle très important, mais il y a un ensemble de règles à respecter. Ces règles-là sont définies. Par exemple, il y a les feux de signalisation. Une fois arrivé à un carrefour, si vous voyez la lumière rouge, vous savez qu'il faut s'arrêter. Et si c'est vert, donc vous pouvez passer. Si c'est jaune, ça veut dire qu'il faut faire attention parce que ça va passer au rouge rapidement. Donc, ce sont des règles qui définissent un certain nombre de comportements à avoir. Donc, l'élaboration de politiques et au niveau de l'écosystème Internet est très, très important. Et à ce niveau, les acteurs qui interviennent, ce sont les gouvernements, les organisations intergouvernementales, les entreprises, les organisations comme Internet Society et les groupes d'intérêt spécial. Et puis, il y a d'autres forums de discussion sur les politiques. Maintenant, quel est le rôle des gouvernements au niveau de ce pilier-là, l'élaboration des politiques? Les gouvernements, au niveau national, régional et au niveau local, ainsi que les organisations de réglementation et les autorités de réglementation des télécommunications et dans les différents pays, ils jouent un rôle très important dans l'établissement de politiques relatives à l'Internet. Donc, ces politiques-là, en général, ils touchent le développement des infrastructures et l'accès à ces infrastructures, la numérisation de l'économie, et il y a également l'élaboration de politiques sur tout ce qui touche à la cybersécurité, à la protection des données et des utilisateurs, à la confidentialité de ces données. Donc, toutes ces politiques publiques qui touchent à ces éléments, que ce soit les infrastructures, la numérisation de l'économie et la cybersécurité, la protection des données, sont très, très, très importants pour le bon fonctionnement de l'Internet. Et les gouvernements jouent un rôle très important dans la mise en place, dans l'élaboration de ces politiques. Pas que les gouvernements, il y a d'autres acteurs qui interviennent, par exemple, les organisations intergouvernementales et les Nations Unies, ainsi que les instances au niveau régional, telles que l'Union africaine et l'Asia-Pacific Telecommunity, la CTU au niveau de la Caraïbe, la Caribbean Telecommunication Union, l'Union européenne, l'Organisation des États américains, et j'en passe. Tous ces organisations intergouvernementales jouent un rôle très important dans l'élaboration des politiques qui sont liées aux télécommunications et à l'Internet, et donc ils jouent un rôle très, très, très important. À côté de ces organisations, les organisations intergouvernementales, il y a d'autres institutions, par exemple l'Internet Society et l'Internet Society global et au niveau des chapitres. L'Internet Society, pour rappel, est une organisation à but non lucratif qui donne aux gens les moyens de faire en sorte qu'Internet reste une force positive, ouverte, mondialement connectée, sécurisée et digne de confiance. Donc, il y a les membres de l'Internet Society qui sont regroupés au niveau des chapitres et ayant une représentation nationale, ainsi que les groupes d'intérêt spécial et les partenaires de l'ISOC qui, qui appuient les initiatives de développement de politique au niveau global, au niveau régional et au niveau national. Et d'une façon générale,
et toutes ces entités-là, ils œuvrent dans une même direction, c'est-à-dire de rendre l'Internet accessible à tous, sécurisé, sûr, ouverte et digne de confiance. L'Internet Society et d'autres forums de discussion et les entreprises, les organisations intergouvernementales, les gouvernements jouent un rôle très important dans ce deuxième pilier qui est l'élaboration des politiques. Maintenant, passons au troisième pilier tout ce qui concerne l'éducation et le renforcement de capacité. Là encore, il y a, comme je vous l'avais expliqué au début de la présentation, il y a des institutions qui sont à cheval sur plusieurs de ces piliers et l'Internet Society est l'une de ces institutions, l'une de ces organisations qui s'implique, et comme on l'a vu, dans le développement de politiques, mais également s'implique dans la mise en place de programmes de formation et de programmes de renforcement et de capacité au niveau local et au niveau régional. Il n'y a pas que Internet Society, au niveau local, au niveau régional, il y a également les universités, les établissements académiques d'une façon générale, les réseaux nationaux de recherche et d'éducation, les NREN, National Research and Education Network. Ces institutions-là également jouent un rôle essentiel dans la formation et à l'Internet des étudiants, des cadres pour les programmes de formation continue, ainsi que des décideurs politiques. Les décideurs politiques, c'est très important puisqu'ils ont un rôle à jouer dans la mise en place des politiques publiques, de tout ce qui est réglementation liée à l'Internet et aux télécoms. Donc, ils doivent savoir de quoi on parle. Donc, et le développement de capacités pour ces gens-là sont aussi importants. Donc, ces institutions-là, les universités, d'une façon générale, les établissements académiques, ils conçoivent des prototypes et assurent la démonstration de solutions matérielles et logicielles utiles à l'Internet. Maintenant, en termes d'éducation et renforcement de capacité, il y a d'autres institutions qui entrent en ligne de compte, les banques et les institutions financières internationales pour le développement multilatéral qui participent à la mise en place de mécanismes de financement et qui offrent des assistances techniques aux États membres afin de promouvoir l'accès et l'utilisation d'Internet pour le développement socio-économique. Et cela inclut la mise en place d'initiatives de développement de capacités à Internet et d'autres mécanismes de renforcement de capacités, des stages et tout ça. Donc, ces institutions, la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale, l'Union européenne et j'en passe, et sont très impliquées dans la fourniture d'assistance technique aux États membres pour la mise en place de ce type de programme qui, en général, atterrissent au niveau des institutions académiques ou au niveau des institutions du secteur privé qui s'occupent en partie de la mise en place de programmes de formation. D'autres institutions et d'autres acteurs qui sont impliqués au niveau de ce pilier, éducation et renforcement de capacités, ce sont les organisations et initiatives de la communauté et d'Internet. Voilà. Donc, ces institutions assurent la promotion, la délivrance et l'investissement dans l'éducation et à l'Internet et le renforcement des capacités. Donc, on peut citer parmi ces institutions, bien évidemment, les registres qui s'impliquent l'AFNIC, RIPE, AFNIC, ARIN et APNIC. Toutes ces institutions-là disposent de programmes de formation et ils ont même des campus en ligne où les gens ils peuvent se former sur l'écosystème Internet, sur l'adressage IP, sur le déploiement de IPv6, sur le routage Internet, sur la sécurité, etc. etc. D'autres institutions, on l'a vu, telles que ICANN,
et au niveau global, le Network Startup Resource Center et au sein de l'Université de l'Oregon, NSRC, et des organisations, des organismes qui gèrent les points d'échange et Internet IXP, et les opérateurs et fournisseurs de réseaux, les entreprises de technologie. Et ce sont des institutions qui participent à la promotion et à la mise en place de programmes et de développement de capacités à l'Internet, sans oublier le programme Maneuse qui est un mécanisme soutenu fortement par Internet Society et qui fait la promotion d'un routage sûr et sécurisé sur Internet. Donc, il y a pas mal de programmes de formation autour de cette initiative également. Et puis, on a également les groupes d'opérateurs de réseau, les NOG, Network Operators Group, et il s'agit de formes informelles qui réunissent les opérateurs de réseau, les ingénieurs, des techniciens, d'autres professionnels un peu plus techniques, et pour discuter, et une plateforme pour discuter des questions relatives au routage, à la sécurité, au peering et BGP entre les différents réseaux, à l'interconnexion et à d'autres problèmes et plus opérationnels. Ces groupes d'opérateurs réseau organisent régulièrement des forums ainsi que des programmes de formation et où des ingénieurs ils peuvent participer, ingénieurs techniciens et même des étudiants ils peuvent participer et développer des compétences techniques et opérationnelles au niveau du réseau Internet. Voilà. Donc, on a parlé du nommage comme pilier, on a parlé du nommage et de l'adressage, on a parlé du développement de politique de la régulation, on a parlé également du troisième pilier, éducation et renforcement de capacité. Maintenant, parlons du quatrième pilier, qui sont les éléments de l'écosystème qui constituent les utilisateurs. En fait, les utilisateurs constituent un pilier important dans l'écosystème de l'Internet. Et à ce niveau, on parle de quoi comme acteur? On parle des utilisateurs eux-mêmes, et ce sont les individus qui sont intéressés à l'Internet en tant que fait et social, économique et opportunités et d'affaires, opportunités d'investissement, mais également d'institutions, d'organisations qui utilisent Internet ou qui fournissent à d'autres des contenus et des services sur Internet. Maintenant, par rapport à ces institutions, à ces organisations-là, on pourrait se dire pratiquement toutes les organisations sont concernées à différents niveaux. Par exemple, vous avez des créateurs et des fournisseurs de services qui sont concernés à un niveau, allons dire, plus que d'autres. Parce que ce sont des entités qui fournissent des applications et des plateformes qui permettent la livraison de services, de contenu et la prestation de services par Internet. Donc, là, on parle de plateformes de développement d'applications mobiles, des plateformes de réseaux sociaux, des plateformes de fourniture de mécanismes, des plateformes de e-commerce, des plateformes de fourniture de mécanismes de paiement en ligne, des fournisseurs de services cloud et des entreprises de cyber et sécurité. Donc, ils constituent tous des créateurs et des fournisseurs de services qui sont liés à l'Internet. Maintenant, quand on parle des utilisateurs, on doit également compter les institutions de la société civile. Donc là, on parle vraiment d'un ensemble diversifié d'organisations à but non lucratif qui défendent les intérêts de particuliers, de groupes et de communautés.
Donc, vous pouvez penser à n'importe quel groupe et voir comment l'Internet peut être utile à ce groupe-là. Et des groupes de défense des communautés de base, des médias, de la jeunesse, des groupes pour l'éducation, la recherche, et tout type de groupe de réflexion et de tout type. OK? De tout type. Il y a également des forums sur la gouvernance de l'Internet. Et le forum de la gouvernance de l'Internet, IGF, a été mis en place par l'Organisation des Nations Unies en 2006. Il s'agit de forum multipartite au niveau mondial et qui crée une plateforme pour le dialogue sur les problématiques relatives à la gouvernance de l'Internet. Et régulièrement, et un pays est retenu comme hôte pour accueillir ce forum. Et il y a des groupes de travail qui sont constitués autour d'un certain nombre de thématiques. Et puis, cet élan a donné lieu à différents forums au niveau régional. Et par exemple, il y a le forum pour la gouvernance sur la gouvernance de l'Internet au niveau de la région et en Amérique latine et Caraïbes. Il y a un forum sur la gouvernance de l'Internet au niveau de l'Afrique qui s'attaque aux problématiques liées à la gouvernance de l'Internet au niveau régional pour ces régions-là. Et sans oublier que depuis quelque temps, il y a des forums sur la gouvernance de l'Internet au niveau local. Par exemple, il y a un forum en Haïti chaque année, il y a un forum en Équateur, il y a un forum au Brésil, en Argentine, etc. Donc, et ces forums-là au niveau local, au niveau du pays, et même offrent la possibilité des acteurs de l'Internet au niveau de ces pays-là de soulever des problématiques liées à la gouvernance de l'Internet et au niveau de ces pays. Maintenant, ces problématiques peuvent être consolidées au niveau régional dans le cas de Haïti, de l'Argentine, de l'Équateur, par exemple, consolidées au niveau régional et d'abord au niveau de la Caraïbe, ensuite au niveau de l'Amérique latine et la Caraïbe, et puis à un niveau plus haut, au niveau du Forum global de la gouvernance de l'Internet et IGF. Donc ça, c'est pour les utilisateurs, le quatrième pilier. Le cinquième pilier, ce sont les fournisseurs d'infrastructures. Généralement, quand on parle de l'Internet, et beaucoup de gens ont tendance à réduire à une question d'infrastructure. Il n'y a pas que les infrastructures. Et l'Internet, ce n'est pas que les fournisseurs de services des FAI, les fournisseurs d'accès Internet. Comme on l'a vu, il y a un certain nombre d'acteurs. Et les fournisseurs d'infrastructures font partie d'un élément, d'un pilier, on va dire. C'est le cinquième, ce sont les opérations et les services communs. Dans les opérations et les services communs, on peut compter les fournisseurs d'infrastructures. Ce n'est pas que les fournisseurs d'infrastructures ne sont pas importants, ils sont importants, ils ont leur rôle à jouer. D'abord, quand on parle d'investissement dans les infrastructures, allons dire que par analogie, c'est le tuyau. C'est le tuyau. À l'intérieur du tuyau, on peut faire passer de l'eau, par exemple, pour desservir différentes maisons. Mais il y a un système d'adduction pour que l'eau arrive dans chaque foyer. Donc, si on prend cette analogie à l'Internet, les acteurs qui sont responsables dans la mise en place du système d'adduction d'Internet, tout ce qui est fibre optique, tout ce qui est réseau sans fil, et micro-ondes, et Wi-Fi, et satellite, ce sont les fournisseurs d'infrastructures. Ils viennent avec des investissements importants et de concert avec des institutions financières ou des banques régionaux de développement. Donc, l'investissement dans les infrastructures physiques d'Internet et qui permettent aux opérateurs de réseau de fournir l'accès à Internet aux utilisateurs. Donc, dans ce groupe, on a, et bien entendu, les fournisseurs d'accès Internet, les entreprises, les organisations et consortiums qui installent et exploitent les câbles sous-marins,
ce dorsal-là est très important. Et les câbles, ces câbles-là qui facilitent l'interconnexion, l'échange entre différents continents. Maintenant, il y a les fils terrestres également qui facilitent la connexion au niveau local, au niveau d'un pays, au niveau d'une région. Et puis, au niveau d'un pays, vous avez tout ce qui concerne la capillarité du réseau pour que les services aillent au plus grand nombre, non seulement dans les zones urbaines, mais également dans les zones rurales. Donc, il faut une infrastructure câblée ou sans fil et via les infrastructures de télécom mobile ou via les réseaux satellitaires ou via des réseaux longue distance et de type Wi-Fi. Et tout ça, pour mettre en place tout ça, il faut des fournisseurs d'infrastructures. Évidemment, il y a également les points d'échange Internet qui sont très, très importants. Au niveau de chaque pays, un point d'échange Internet est comme le carrefour qui permet l'échange de données et de façon efficiente et au niveau de ces pays-là. Il permet d'éviter ce qu'on appelle l'effet trombone. Et par exemple, deux utilisateurs différents qui utilisent les services d'un fournisseur et Internet en Haïti, en absence d'un point d'échange, et l'utilisateur du fournisseur A envoie son trafic vers le fournisseur A va jusqu'à Miami et redescend pour aller au fournisseur B qui va envoyer le trafic vers la destination finale de l'utilisateur B. Ça, c'est sans le point d'échange Internet. Avec le point d'échange Internet, l'utilisateur envoie son trafic vers son fournisseur de services Internet, son fournisseur d'accès Internet, le fournisseur A. Et là, le fournisseur A va vérifier que la destination finale est vers un utilisateur qui utilise les services d'un fournisseur d'accès qui se trouve dans le même pays, en Haïti. Donc, à ce moment, au lieu de l'envoyer à Miami, il va l'envoyer au point d'échange et ça va arriver beaucoup plus vite pour l'utilisateur final. Donc, le point d'échange Internet permet la mise en place d'une infrastructure beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable, beaucoup plus résilient et beaucoup plus rapide. On a également les réseaux de distribution de contenu, les Content Delivery Network, qui sont des éléments importants dans les opérations et les services communs. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'Internet, et là encore, l'analogie du système d'adduction d'eau, et un système d'adduction avec que de la tuyauterie, sans rien qui passe là-dedans, ne sert absolument à rien. Vous êtes d'accord? On fait une route, c'est pour avoir la circulation de biens, la circulation de personnes, la circulation de marchandises. Dans la même veine, on met en place des infrastructures physiques, la fibre optique et les réseaux sans fil, les réseaux satellitaires, c'est pour qu'il y ait du trafic de contenu à passer sur ces infrastructures-là. Donc, quand on se connecte sur Internet, on tape une adresse, on va chercher quelque chose. On veut quelque chose, on veut recevoir quelque chose qui circule sur l'infrastructure pour laquelle on a payé. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo qu'on souhaite regarder. Donc, derrière, il y a des fournisseurs de ces contenus-là. Ce sont les Google, les Akamai, les Netflix et les Amazon. Et pour ne citer que ces acteurs-là, mais il y en a d'autres. D'accord? Donc, les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, les points d'échange Internet, les réseaux de distribution de contenu, les CDN, et les centres de données, les data centers, ce sont autant d'éléments. Et derrière, il y a des entreprises, donc des acteurs
qui joue un rôle important au niveau de ce pilier-là qui sont les opérations et les services communs. Donc, les opérateurs de réseau, les NOG, on en a parlé tout à l'heure, les points d'échange et Internet régionaux et nationaux, on en a parlé également, ce sont des acteurs importants. Tout aussi importants, ce sont les serveurs de la racine DNS, qui sont très importants, qui jouent un rôle important parce que n'oubliez pas, Internet, c'est le nommage, mais c'est aussi l'adressage. Derrière chaque nom, il y a une adresse. Quand on tape www.google.com, www.netflix.com ou .br ou .ht, il y a une adresse qui correspond. Et le mécanisme qui permet la traduction nom vers adresse IP, c'est le système DNS. Et dans ce système DNS, il y a les serveurs de la racine qui jouent un rôle très important. Donc, les serveurs de la racine, ils publient de manière fiable le contenu d'un petit fichier qu'on appelle un fichier de zone racine sur Internet. Et c'est de là que part toute la hiérarchie de la correspondance entre un nom et une adresse IP. Parce que dans un nom, il y a plusieurs parties. Par exemple, je peux avoir un nom comme www.parlernational.gouv.ht, par exemple. Donc, dans ce nom, il y a plusieurs niveaux, plusieurs hiérarchies. Il y a le 3W, il y a le Parler national, il y a le Gouv, il y a le HT. Donc, les serveurs de la racine ils vont jouer un rôle très important dans la traduction de ce nom-là en une adresse IP, IPv4 ou IPv6. Et le DNS va jouer un rôle également quand vous envoyez vos courriers pour savoir à qui est le livré, qui va être responsable de la livraison finale du courrier que vous envoyez. Vous voyez? Donc, tous ces acteurs-là interviennent dans les opérations et les services communs. Voilà, et pour illustrer un petit peu encore le rôle du serveur de la racine, les serveurs de la racine, pour ceci, pour rappeler que quand on parle de la racine, des serveurs de la racine, on parle des serveurs de la racine parce que le système des noms de domaine est un système hiérarchique avec une racine, et le point. Donc, tout commence ici, la racine, et puis vous avez les ORG, les COM, les NET, les HT, les CA, les FR, etc., pour les CCTLD. Et puis, regarde ce qui se passe. Vous avez, là, vous avez Wikipédia. Wikipédia. Là, vous avez google.com, wikipedia.org, google.com, amazon.com, etc. Et puis là, vous avez as.wikipedia.org, mail.google.org, etc. Donc, regarde ce qui se passe. Là, vous avez AS, un cran en dessous dans la hiérarchie, .wikipedia.org. Là, vous avez mail, un cran en dessous dans la hiérarchie, .google.com. Smile.amazon.com, etc., etc. aws.amazon.com, etc. Donc, tous les noms de domaine font partie de cette hiérarchie. Et pour effectuer la résolution d'un nom au niveau de l'Internet, il faut l'implication des serveurs de la racine. Donc, ça, c'est pour les opérations et les services communs en parlant du 5e pilier de l'écosystème Internet. Et pour le 6e pilier, c'est l'élaboration des normes qui constitue un pilier très important. Élaboration de normes ouvertes. Donc, à ce niveau, vous avez pas mal d'entités, pas mal d'organisations.
l'Union internationale des télécommunications et I3E, Institute of Electrical and Electronic Engineering, IETF, W3C, etc. Commençons avec l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui est l'agence des Nations Unies spécialisée dans les télécommunications. Donc, c'est une agence intergouvernementale. Donc, l'UIT intervient dans l'allocation de ce spectre radio au niveau mondial et des orbites satellitaires. Il travaille à l'élaboration des normes techniques qui permettent aux réseaux et technologies et télécommunications d'interagir sans trop de difficultés. Et puis, l'UIT également, il travaille sur un certain nombre d'initiatives afin de promouvoir l'accès Internet aux communautés qui ne sont pas du tout desservies, qui sont très mal desservies. Et là, on parle essentiellement des zones rurales et dans bon nombre de pays. Donc ça, c'est l'Union internationale des télécommunications. Et d'autres institutions et d'autres acteurs qui interviennent au niveau de l'élaboration des normes. Ça, c'est surtout pour les normes et techniques et liées à l'Internet, le Conseil de l'architecture Internet, Internet Architecture Board, qui interviennent également, qui est un organisme très important et consultatif de l'Internet Society. Donc, Internet Architecture Board est responsable de la supervision architecturale des activités de l'IETF. On va parler tout de suite de l'IETF, Internet Engineering Task Force, qui est un organisme de normalisation de l'Internet qui est impliqué au niveau de la définition de notes et des spécifications techniques, les requests for les drafts et les requests for comment. En fait, il s'agit d'une communauté mondiale d'opérateurs, d'ingénieurs, de scientifiques, de fournisseurs et de réseaux, de chercheurs. Donc, ils vont travailler sur des problématiques liées à l'Internet. Ils vont proposer des drafts qui sont liés à des solutions techniques pour les problèmes qu'ils identifient. Et ces solutions qui sont proposées ou généralement apparaissent sur la forme de draft ou d'une série de documents qu'on appelle RFC ou Request for Comments. Voilà, ils sont très, très, très importants. Et parmi ces documents, vous avez des protocoles de communication et qui donnent vie, qui donnent et force au réseau global Internet au niveau technique. Et puis d'autres organisations, on n'aura pas le temps d'en parler pour toutes et absolument toutes ces organisations. Ce sont des organisations telles que le 3GPP, ETSI, et Institute of Electrical and Electronic Engineers, I3E, ISO, NC, et W3C, et la communauté open source, etc., etc., etc. Donc, pour résumer, les acteurs de l'Internet sont regroupés autour d'un écosystème, l'écosystème Internet. Il s'agit d'un écosystème divers et varié. Chacun a son rôle. L'organisation, le fonctionnement et la collaboration harmonieuse de toutes ces entités constituent la force du réseau global tel que nous le connaissons, qui est Internet. Encore une fois, il s'agit d'un écosystème divers et varié. Et dans cet écosystème s'articule autour de 6 piliers que nous avons eu le plaisir de vous présenter au cours de cette présentation. Chacun de ces piliers inclut
un certain nombre d'acteurs qui évoluent et certains acteurs ont cette capacité de travailler, de s'impliquer au niveau de plusieurs de ces piliers à la fois. Et pour rappel, ces piliers-là, ce sont le nommage et l'adressage, l'élaboration des politiques au niveau local, national, régional et mondial, l'éducation et le développement de capacités, les utilisateurs, cinquièmement, les opérations et services internationaux communs, et sixièmement, l'élaboration de normes ouvertes. Pour chacun de ces piliers, nous avons vu les acteurs qui sont impliqués. Et donc, si vous voyez une institution que vous avez la certitude qui travaille dans l'Internet, qui n'apparaît pas dans ce tableau, c'est pas grave. Vous pouvez identifier et son champ d'expertise, son domaine d'évolution et de le mettre dans l'une ou l'autre de ces catégories. Elle va quand même trouver sa place au niveau de cet écosystème. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de les adresser à info@commercialtransversal.ht et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'interagir avec vous et sur les éléments, sur les questions que vous aurez sur cette présentation autour des acteurs de l'Internet. Merci beaucoup et à très bientôt.